Donc voilà, avant de commencer, je vous fais une primeur. Vous savez que le Centre culturel méditerranéen de Marseille, co-organisateur de cette conférence, a acquis des bâtiments donc, à Bougainville, de jolis bâtiments, dont on va faire un centre culturel et une mosquée, une grande mosquée. Et la primeur, c'est que le centre culturel, il est là, avec l'accord de tous les responsables de cette association, s'appellera Centre culturel Melt Benabi. Inch'Allah, en honneur à ce grand homme, à ce grand penseur de notre communauté. Donc là, après la guerre, Benabi passe de la rumination. Lui, il disait « je suis un ruminant », comme les animaux. Et donc il vient avec des observations parfois déprimantes de la vie à Tébessa et il prend le bateau, le train à Dreux. Et là, moi j'ai visité le petit village où il habitait, c'était propice à la réflexion. Et il laisse décompter tout ça et il essayait de trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'il a appelé les conditions de la Renaissance. Il considère que la Renaissance a connu des hauts et des bas, mais elle peut avoir de meilleurs résultats si les conditions du succès sont réunies. Et pour ce faire, lui, il remonte à... Pour lui, le tournant dans la vie algérienne, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, où vous avez des gens qui ont vaincu la peur et ont lancé à la fois le mouvement islahiste, réformateur et non pas réformiste, et les mouvements politiques. Donc il a dit il faut faire le bilan de cette action. Et là aussi, il remonte lui à son expérience familiale. Il dit la génération de mon grand-père a été chassée de l'histoire par le colonialisme. Mon grand-père était dans... Lui, il utilisait une formule, c'était là, on se réfugiait dans le soufisme, puis on se nourrit du minimum en attendant la mort. Et il dit, mon grand-père avait une certaine quiétude, alors que la génération de son père avait une inquiétude parce qu'elle a découvert les problèmes. Et il y avait un malaise dû à la colonisation. Et il dit la génération de mon père a identifié 3 causes de nos malaises, la pauvreté, l'ignorance et le colonialisme. Et lui, il étudie les moyens utilisés par ces grands courants pour combattre ces 3 fléaux. Et il dit le colonialisme. Après, lui, en regardant de près, il dit nous avons des discours sonores, des réquisitoires contre le colonialisme qui restent sans effet. Mais en regardant de près, le colonialisme est une conséquence, c'est pas la cause première. Et il illustre ça par sa théorie des civilisations. La première partie des conditions de la Renaissance, c'est le cadre théorique sur le cycle, le phénomène cyclique qui lui vient du Coran. Alors que vous avez des gens qui veulent... Vous avez un complexe dans les pays arabes, et notamment en Algérie. On aime citer les grands auteurs, surtout que dont les gens n'ont jamais entendu parler. Spengler, ou Toynbee, ou Walter Schubert. Benabi ne les connaissait pas. Benabi, c'est le Coran. À la fin de sa vie, il a dit « Mon livre de base, c'est le Coran ». Et il suffit de savoir lire pour extraire du Coran des enseignements que les Mufassirine n'avaient pas vus. Parce que quand on lit le Coran avec ses préoccupations dues à des malaises, on a une lecture différente de lecture de cabinet, à Mufassir, de l'Azhar, etc. Et alors,
il y a un problème, si vous voulez, dans cette version des conditions de la Renaissance. L'éditeur a pris un texte sur Internet. Or, moi, je lui ai proposé le texte de 1949, sans rien ajouter, parce qu'on a une manie des gens qui rééditent Ben Nabi, qui mettent des notes parfois qui ne sont pas à bon escient et qui introduisent des confusions. Or, dans la dernière édition faite à Alger avec l'encouragement d'un conseiller à la présidence là, dans les années 2000, on a travaillé sur la traduction arabe des conditions de la Renaissance parues en 1949, écrit en 1948. C'était un petit format de 100 pages. Ben Nabi ne voulait pas étaler sa culture, les citations, il donnait que les conclusions de sa réflexion. Mais arrivé au Caire, il avait affaire à un auditoire d'étudiants de très haut niveau qui exigeait que tout soit illustré par des versets ou des hadiths. Et ensuite, il y avait Toynbee était devenu connu, il était déjà connu par les anglophones égyptiens, mais Ben Nabi ne le connaissait pas quand il a écrit Les conditions de la Renaissance. Parce que le premier livre qui résume les thèses de Toynbee sur les civilisations date de 1951. Et Ben Nabi, dans la première édition, ne cite pas Toynbee, il ignorait son existence. Et on l'a obligé à ajouter 2 chapitres, l'idée religieuse comme catalyseur des civilisations, si vous lisez attentivement, parce que c'est traduit de l'arabe. Vous avez une différence de style quand vous arrivez à ce chapitre. Et l'autre chapitre, c'est de l'entassement à la construction, ce qu'il a appelé le choséisme. Il a dit la Renaissance algérienne, musulmane, manque d'harmonie, on entasse les choses dans le désordre. Alors qu'une édification, pour qu'elle soit durable, il faut qu'il y ait une logique, un certain ordre, y compris sur le plan esthétique. Et à un moment, on a des passages qui ne sont pas à leur place, là, quand j'ai relu. Et l'éditeur, moi je lui dis, s'il réédite, il faut qu'il s'en tienne à l'édition de 1949, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour la vocation de l'islam, il a respecté ces 2 éditions. Voilà, vous avez une édition de 1954, où il a mis Bourguiba avec son tarbouche devant un micro, qui était le prototype de l'intellectomane qui pratique la politique. Et en face, on a un paysan qui porte la misère sur son visage, et des intellectomanes indifférents à cette misère. Mais comme le livre s'est bien vendu, il y a eu une réédition en 1957. Entre-temps, Bourguiba était arrivé au pouvoir. Alors le seuil ne voulait pas de problème avec l'ambassade de Tunisie. Il a retiré le portrait de Bourguiba, il n'a laissé que le paysan. Or, ça, on en parlera l'après-midi. C'est le livre le plus abouti de Ben Nabi parce qu'il développe les mêmes idées. Moi, j'ai réédité les 2 livres en un seul volume parce qu'ils se complètent. C'est la même idée. C'est l'étude à la fois psychologique dans les conditions de la Renaissance, parce que dans son équation, la civilisation égale H, homme, plus S, le sol, plus le temps. Alors il considère l'homme comme vraiment l'acteur de son histoire, donc il étudie les transformations internes à opérer chez l'individu pour qu'il devienne le principal acteur de la civilisation, et ce n'est pas celui qui subit. Après, il est passé à l'aspect sociologique et même métaphysique. Il développe des thèmes qui ont intéressé les historiens, où il dit on a les causalités, on a
des empires, on a des armées qui façonnent l'histoire, mais il y a des fois où il y a une force supérieure qui les dépasse tous. Et il cite des exemples. Et là, il écrit en vrai théoricien de la civilisation, mais en croyant. Parce qu'il dit, nous avons atteint le 36e dessous, sous l'effet de notre décadence et du colonialisme. Les moyens de la Renaissance sont limités, mais c'est la foi. C'est quand il croyait, lui, à cette force supérieure. Il dit une métaphysique de l'histoire. Et c'est ce qui lui permettait de continuer à espérer. Parce que si quelqu'un qui recense les moyens du monde musulman, à ce moment-là, c'est des moyens vraiment dérisoires. Mais quand on a le facteur religieux, lui, il dit l'idée religieuse. Les spécialistes disent que la religion, ce n'est pas seulement une idée, c'est un sentiment. Un sentiment qui relève de l'irrationnel. D'où, lui, en bon lecteur du Coran, il a choisi la terminologie coranique qui parle de ruh, de nafs, de qalb et de aql. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Le qalb, dans les langues sémitiques, c'est à la fois le siège de la sensibilité et de l'intelligence. Et le Nabi cite abondamment Auguste Comte qui dit « les bonnes idées viennent du cœur ». Ce n'est pas seulement la spéculation intellectuelle. Et donc, après ce cadre théorique, on lui a reproché, parce que tous les étudiants qu'il a connus à Paris se laïcisaient, se modernisaient, considéraient qu'ils adhéraient un peu aux thèses développées par Renan à la fin de sa vie, qui était un grand esprit, mais à la fin, il a dit la régression et la stagnation des musulmans, c'est à cause de la religion musulmane. Les comtistes lui ont répondu de manière cinglante. Or, il y avait beaucoup d'étudiants et d'intellectuels arabes qui reprenaient cette idée. Et ça lui a inspiré le coefficient autoréducteur à la fin des conditions de la Renaissance. Et donc, après ce cadre théorique, il revient, lui, Ben Nabi, ce n'est pas la spéculation pour avoir une thèse ou un poste ou une médaille. Non, c'est destiné à l'action. Et considérer que l'action improvisée avec un empirisme, ça conduit à des catastrophes si elle n'est pas réfléchie. C'est le fameux... Enfin, quand c'est passé à l'arabe, il paraît que ça remonte à Aristote. « Ja'ilan akhir al-fikri awwal al-amali ». C'est-à-dire la fin de la réflexion, quand on passe à l'action. Mais si on passe à l'action sans réflexion, c'est l'anarchie totale. Et donc lui, il revient aux trois problèmes. Il a dit, on a essayé de traiter les problèmes dus à la pauvreté, à l'ignorance et au colonialisme. Il dit, on a essayé de lutter contre l'analphabétisme, et il a dit, nous avons un alphabétisme, en deux mots. Et il parlait des premières vagues de diplômés, notamment les médecins, le style Dr Benjeloul, Boumali, la première vague de médecins. Le fait d'avoir un diplôme de l'université française inspirait un orgueil, une morgue, un sentiment de supériorité par rapport à un mépris pour les autres. Et il dit, le paysan qui reste à l'Al-Fetra, qui est illettré, est préférable à ce diplômé qui s'isole par rapport à sa communauté, mais qui revient faire des meetings uniquement pour faire la quête. Dr Benjeloun était connu pour, quand il voulait venir à Paris, il faisait un meeting, il dit « Rohanjibulkum al-Huquq ». Et il faisait la quête comme ça. Et Ben Nabi dit, ce monsieur, il pense aux commerçants de Sidi Mabrouk, aux chauffeurs routiers. Benjeloul, c'était un mythe à l'époque. Il y avait une gare routière, pour ceux qui connaissent Constantine, à Sidi Mabrouk. Les gens qui partaient vers Batna avec les poids lourds, quand il met le démarreur, il dit « Roule, Wallah yansur Benjeloul ».
C'est pour ça que Ben Nabi commence par l'idole et idée. Il dit, nous avons des idoles qui remplacent les chefs maraboutiques. Et il compare la vie politique de l'Algérie coloniale à un néo-maraboutisme, c'est-à-dire qu'on conserve le culte pour le zaïm, et il dit le bulletin de vote, c'est devenu l'équivalent de l'amulette. On croit que ça va faire des miracles, alors que les élections étaient truquées, le deuxième collège. Et donc, malgré son style très recherché, son goût de l'abstraction, tout lui vient de son vécu. C'est pour ça qu'à la fin, il revient, il propose les solutions. C'est l'idée d'orientation qui lui est chère. Orientation du capital, orientation du travail, orientation de la culture. D'ailleurs, quand il est rentré en Algérie en 1963, à la demande de Ben Bella, il ne faut pas oublier que Ben Nabi est rentré 18 mois après le cessez-le-feu. Alors que ce qu'il appelait, lui, les intellectomanes, Monteil m'a raconté, Monteil était à l'exécutif provisoire entre mars et juillet 62. Quand il venait à Paris, il m'a dit, il y a des gens qui me donnaient leur CV pour que je le donne à Ben Bella pour qu'il les nomme ministres. Donc il courait vers les postes avant même le vote pour l'indépendance. Ben Nabi, non, il a attendu 18 mois. Donc il est dans une des lettres là, dont il a donné une copie à Salah Ben Saïd, il m'a donné un paquet de lettres. En 1956, il a, messieurs du FLN, pour vous mettre à l'aise, je vous annonce que je ne suis candidat à aucun haut poste dans le futur État algérien. Et donc, ça me met à l'aise pour vous parler avec la franchise que nécessite la situation. Donc, il ne courait pas derrière les postes. Et il est venu en septembre 63, donc le cessez-le-feu était de mars 62, hein, parce que Ben Bella l'a fait venir et lui a dit « Moi, je veux ouvrir un centre d'orientation culturelle ». Ben Bella lui a dit « Oui », mais il n'a jamais répondu au dépôt des statuts. Ben Nabi s'est mis à faire un séminaire hebdomadaire de manière informelle, et ce centre n'a jamais été reconnu. Et donc l'idée d'orientation le poursuivait depuis qu'il a écrit les conditions de la Renaissance. Or, pour le capital, il a dit, moi j'ai connu, en 1932, il rentrait en vacances à Alger, il avait affaire à des bourgeoisies musulmanes qui avaient créé le cercle du progrès à Alger, Nadi Tarqi. Vous avez Ben Ouennij, par exemple, il avait la plus grande usine de bois de toute l'Algérie. Le Mohoub, qui avait une usine de tabac. Et donc, il a vécu chez eux, et il a dit, ce sont des nouveaux riches qui ne savent pas utiliser leur capital. Il a dit, un coiffeur juif de Tébessa fructifie son petit capital mieux qu'un bourgeois d'Alger. Donc, il a dit, pour un usage à bon escient d'un capital, il faut une culture. D'où l'importance qu'il accorde à l'orientation de la culture vers la fin. Et il a une vision par la suite on a appelée théorie fonctionnaliste de la culture. Ce n'est pas comme Lévi-Strauss ou les ethnologues qui donnent une définition de la culture là où il y a une vie sociale. Même Ben Nabi, non, il dit il nous faut une culture qui réforme l'homme de manière à ce que toute l'énergie converge. Ben Nabi utilisait l'équivalent de ce qu'est le laser maintenant. Mais à l'époque, c'était, quand vous avez des rayons de soleil avec une glace, vous pouvez allumer un feu. Quand vous concentrez les rayons, par lui, cette idée qui lui vient de ses études d'optique, il faut que toutes les énergies convergent vers le même objectif. Et il introduit une distinction entre une société et un assemblage, une poussière d'individus, comme on disait.
dit le colonialisme nous a réduits à l'état de poussière d'individus avec très peu de relations. Et Ben Nabi, qui était marqué par ses traversées, il dit une fois en haute mer, le bateau a failli chavirer, et il a dit tout le monde est devenu l'ami de tout le monde, sous l'effet de la peur. Mais il a dit arrivé à Marseille, merci, au revoir. Il a dit ça, c'est pas une société, c'est la peur qui les a rapprochés. Or, une société, pour qu'elle soit cohérente, il faut des relations plus solides. Et il cite l'exemple du prophète de Médine. Il dit le Coran a dit innamal mu'minuna ikhwa, donc c'est un principe. Mais le prophète ne s'est pas contenté, il a pratiqué la fraternisation entre Muhajirin et Ansar. Vous savez que. Et donc c'est ce passage du principe à l'action dont le prophète était le prototype qui a inspiré Ben Nabi. Et la culture, évidemment, il l'a définie comme étant devant obéir à une dimension éthique, le bu'd al-akhlaqi, esthétique, le bu'd al-jamali, logique pragmatique, le mantiq al-amali, et technique, c'est-à-dire maîtriser les techniques qu'apporte la civilisation moderne. Et il dit la science ne fait pas partie de la culture. C'est le résultat d'une culture. Monsieur Sadr, donc quand vous parliez tout à l'heure, on aimerait bien encore approfondir cette notion dont vous avez commencé les développements, celle de la colonisabilité. Oui. Parce il y a ces trois mots AUX dont vous parliez, pauvreté, ignorance, colonialisme. Et oui. Vous avez commencé à nous expliquer que Melk Ben Nabi essayait de comprendre d'abord pourquoi. Est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Est-ce que vous pouvez approfondir cette notion devant les auditeurs? Oui. Il a tout de suite dit que le colonialisme est une conséquence d'une vulnérabilité antérieure et qui est liée, parce que lui, il a le trapèze de la civilisation. Donc, croissance, tassement, stagnation, et puis déclin. Il dit la colonisabilité, c'est qu'on se situe en bas de la courbe. On est dans un état de faiblesse qui nous rend vulnérables. Et quand les pays voisins sortent de leur Moyen-Âge, ils cherchent à s'étendre, ils trouvent un appel d'air, une situation de faiblesse. Et cette idée lui était reprochée durablement, et jusqu'à la fin de sa vie, il essayait de l'illustrer. Et son meilleur argument, c'est un document d'archives, des archives espagnoles, parce qu'après la Reconquista espagnole par Isabelle la catholique, chute de Grenade, les rois chrétiens voulaient conquérir le Maghreb. Donc elle a envoyé un ambassadeur au Maroc, qui lui a écrit une lettre après quelques semaines où il a jugé la situation. Ben Nabi citait ça en arabe, il lui dit وَكَأَنَّ الْعِنَايَ الْإِلَهِيَّةَ تُمَهِّدُ الطَّرِيقَ لِجُيُوشِ صَاحِبَةِ الْجَلَالَةِ. Tout se passe comme si la Providence préparait la voie aux troupes de Sa Majesté pour occuper ce pays. Donc il a constaté l'état de faiblesse et de vulnérabilité, mais à ce moment-là, après on a les spécialistes de l'Andalousie, comme Guichard, là, qui est toujours à Lyon. Il a écrit un livre qui s'appelle Andalous. Il a dit les Moulouk Tawaïf ont été battus par la Reconquista espagnole, et seul l'éloignement géographique du Maghreb l'a protégé. Alors, la situation était la même. Et la preuve, c'est qu'après les Espagnols, ils ont organisé une flotte, ils ont occupé Ténès, ils sont arrivés jusqu'à Blida, et seules les confréries de la région ont repoussé les Espagnols. L'État était inexistant. Et donc Ben Nabi a vu... alors il avait un passage d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun avait vu avant tout le monde qu'il y avait un danger. Ibn Khaldoun dit à peu près فيما معناه وكأن لسانا في الكون ينادي للخمول
C'est comme si une voix céleste appelait à la léthargie et les pays du Maghreb répondent à cette voix. Ibn Khaldoun a dit il considérait que l'Orient était mieux protégé par un niveau de civilisation à Imran. Mais en fait, c'est l'éloignement géographique qui a retardé la chute de ces pays sous les coups de l'expansionnisme colonial européen. Et il y a plusieurs, parce que ça lui était reproché jusqu'au séminaire islamique où il participait. Il y avait un médecin qui était médecin colonel, qui était secrétaire général de la présidence du temps de Boumedienne, qui est venu au séminaire de Constantine, où Ben Nabi a fait une conférence que vous pouvez trouver en arabe qui s'appelle de la civilisation. Là, il a commencé par citer Malraux sur les événements de mai 68. Malraux a dit c'est une crise de civilisation, c'est pas une crise politique. Donc ça confirme la thèse de Ben Nabi de 48. Il dit la crise gouvernementale en Belgique, c'est une crise politique tout à fait ordinaire, et c'est pas la même chose qu'une crise de civilisation. Donc Ben Nabi considère que Malraux est venu confirmer ce qu'il a dit, lui, un quart de siècle avant. Et puis le docteur Amir lui a reproché la colonisabilité. Ben Nabi est remonté à la tribune, il lui a dit, il y a Hakim, le docteur on l'appelle Hakim en arabe, la découverte du bacille de Koch a été vraiment un grand progrès pour la médecine. Tout le monde lisait sur le bacille. Que penseriez-vous des médecins qui attribueraient tous les maux de la tête jusqu'aux pieds au bacille de Koch? Ce serait un très mauvais médecin qui serait rayé de l'ordre des médecins. Il lui dit c'est la même chose. Le fait d'attribuer tout au colonialisme, c'est comme le médecin qui attribue tout au bacille de Koch. Là, il s'est tué. Il était en uniforme avec les galons de colonel. Et ça a été très mal pris à cause d'un certain orgueil nationaliste. Il y avait, pour les conditions de la Renaissance, Ben Nabi a été invité par l'association des étudiants à Alger en 1949, dès la sortie du livre. Ils l'ont tous, bon, ceux qui connaissent Alger, c'est vers la basse Casbah, vers la rue de la Lyre, où il y avait une résidence vraiment très modeste pour étudiants musulmans. Ils avaient une salle, et ils l'ont ovationné, sauf un qui s'est levé du fond de la salle, qui a protesté. Il lui a dit ça donne un alibi au colonialisme, etc. Et il s'appelait Mouloud Qasim. Mouloud Qasim qui deviendra ministre après. Or, Mouloud Qasim, à la fin de sa vie, il a dit j'ai un seul regret, c'est de n'avoir pas présenté mes excuses à Malek Ben Nabi pour la violence de ma réaction de 1949. Parce que j'ai trouvé l'idée de colonisabilité exprimée autrement dans l'œuvre complète de Jamaldin Afrani. Il a utilisé autrement. Jamaldin Afrani utilisait l'wahan, qui est utilisé par un hadith du prophète. Yusibukum al-wahan. Or, l'Ashral al-Kamila de Afrani, ça a été rassemblé par Mohamed Amara, le grand intellectuel qui est passé du marxisme à l'islam. Et là, c'est un complexe. Quand un Algérien vient de Paris, il a à peine de quoi payer son hôtel, on ne le prend pas au sérieux. Et quand on trouve la même idée chez Afrani, on la prend au sérieux. Ça, c'est un complexe arabe, ça. Le même complexe qui voulait obliger Ben Nabi à adhérer à un des courants philosophiques occidentaux. Il a dit, moi, j'appartiens à aucun courant. Moi, j'ai travaillé sur les problèmes de Tébessat, de Philippeville, de Marseille, pour essayer de voir clair, pour aider mes autres coreligionnaires. Est-ce que ce concept de colonisabilité est lié à l'autre concept développé par Malek Ben Nabi de l'homme post-almohadien? Oui, ça c'est dans... Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? C'est dans Vocation de l'islam, post-almohadien.
Mais là, il donne l'essentiel en disant il faut se débarrasser de ce complexe de la colonisabilité. Le colonialisme disparaîtra de lui-même. Et après, quand on a publié les leçons de Sid Hassan al-Banna, on appelle ça Hadith al-Arbi'a, parce qu'il y avait un intellectuel égyptien qui est rentré d'Angleterre avec un magnétophone. Et en 1937, il a assisté au Dorous hebdomadaire de Hassan al-Banna, il les a publiés. Alors, Hassan al-Banna disait, à propos du colonialisme, si vous le chassez de vos âmes, de vos patrines, il sortira de vos... C'est la même idée. Ben Nabil l'a découvert en 1956, alors qu'il avait cette idée depuis les années 30, en fait. Et donc, il a une vision très culturaliste, pas spiritualiste, parce que dans Vocation de l'islam, il démontre qu'il est à la fois historiciste et spiritualiste. C'est l'un des rares à avoir les deux. Spiritualiste, il considère que des peuples qui ont tout perdu, il leur restait que la foi religieuse. Si au nom d'un laïcisme du quartier latin, on rejette la foi, c'est la décomposition de la foi, c'est le seul moyen de redonner un élan à cette société. Et on lui reprochait de ne pas rejeter la foi, lui qui avait une culture moderne. Et là, il rejoint Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun dit la religion est le moteur de l'histoire. Alors que le marxiste dit c'est la lutte des classes. C'est lui, par un bilan d'ingénieur comptable, il dit les ressources naturelles permanentes. Que les ressources permanentes, c'est le sol, il dit sauf si on extermine les peuples musulmans, le colonialisme les a privés de tout, mais il ne peut pas les priver de l'air. Il cite Nasu Shuraka'u fil ma'i wal kala'i wal nar. Et il dit, à partir du moment où le colonialisme ne nous a pas exterminés, alors qu'il en était question dans les années 1870 et 80, il nous reste la foi et l'air que tout le monde respire. Le colonialisme ne peut pas nous asphyxier. Et le sol. Et là, à Tébessa, il a écrit un article en 1948, quand Ben Badis ne l'a pas écouté sur l'avancée du désert. Et il a dit, dans les cafés de Tébessa, on a des gens qui, jusqu'à minuit, jouent au domino, chômage endémique. Et on peut lutter contre le chômage en amenant ces chômeurs déposer les figues de barbarie, Zalfa Hadik. Il dit, on n'a même pas besoin de creuser, il suffit de la poser, elle met des racines et puis ça donne des fruits. Il avait toute une étude sur une économie à partir des figues de barbarie, qu'on appelle l'Hindi dans d'autres régions, Karmsara, Karmusansara. Et il dit, d'abord ça fixe le sol, avec ses racines, le désert n'avance pas, et avec le fruit, on a d'abord un très bon dessert qui coûte très cher, là, à partir de septembre, on l'amène de Grèce, du sud de l'Italie, mais la peau, lui, il savait qu'on peut en extraire de l'acétylène, qui pour l'éclairage, avant l'électricité, était meilleur que l'éclairage à pétrole. Et puis on a découvert qu'on pouvait en extraire pour les produits cosmétiques. À partir et le reste, ça sert de tourteau pour les vaches. Ça augmente la production laitière. Il a dit, il est parti, mais personne n'a fait attention à cet article. Lui, il allait là-bas comme ingénieur, il recensait les points d'eau où on peut avoir une industrie de la laine pour colorer la laine. Il voulait vraiment un développement local, sans avoir besoin de banques, etc. Il était obsédé par ce côté développementiste, comme on dit maintenant. Il a dit, parce que lui, il était contre l'étatisme, qui était la maladie de tous les dirigeants du FLN, y compris Aït Ahmed Harbi en 1962.
Il a dit on a proposé des comités de locataires dans les immeubles. Avec Ahmed qui était le plus ouvert, il a dit non, il faut attendre qu'il y ait un ministère du logement. Et Ben Nabi était comme Harbi pour d'abord la société civile. J'ai oublié de vous ramener une interview de 2 pages dans un journal libyen en 71, où un intellectuel libyen qui s'appelait Ali el-Masrati a eu un entretien à bâton rompu avec lui. Et à l'époque, les débats en Orient, parce qu'il y avait le nationalisme arabe, il disait est-ce qu'il faut préférer le mot shab, le mot umma, le mot qawm. Ben Nabi lui a dit moi je préfère le mot mujtama, société. Parce que les liens sociaux ont été supprimés par le colonialisme, qui nous a réduits à l'état de poussière d'individus. Si on veut renaître, il faut créer du lien social. D'où son livre Shabakat al-alaqat al-ijtimaïya. Et le lien social est étudié dans les départements de sociologie à Los Angeles. Et Ben Nabi a écrit ça en 62. Ce qu'il a écrit au Caire, c'est vraiment le développement des passages très brefs des conditions de la Renaissance. Par exemple, l'orientation de la culture. Arrivé au Caire, il a habité dans une résidence où il y avait beaucoup d'étudiants, parmi lesquels un étudiant syrien qui s'appelait Marwan Qanawati. Et Ben Nabi lui a demandé « Qu'est-ce que tu étudies ?» Il faisait un DES à l'époque, en Orient on dit magistère. Il lui a dit sur quoi? Il lui a dit « Théorie fonctionnaliste de la culture ». Parce qu'il y avait des Égyptiens qui avaient étudié chez l'école de Chicago, qui avaient une théorie de la culture différente de celle des ethnologues français Lévi-Strauss. Ben Nabi n'a rien dit, il lui a dit, écoute, après chaque cours, tu viens, on révise ensemble. Il a senti, c'est la même orientation que sa théorie de la culture dans les conditions de la Renaissance. À la fin de l'année, Marwan est classé major à l'examen, parce qu'il révisait avec Ben Nabi. Et Ben Nabi a écrit un livre qui s'appelle « Le problème de la culture », où il a développé le bref chapitre qui s'appelle « Orientation de la culture ». Et la culture, c'était parce qu'il a dit pour la Renaissance, on ne se lance pas comme ça, il faut un capital idée, et qu'il a appelé culture. Au début, arrivé au Caire, il a retenu le mot idéologie. Donc un ensemble d'idées qui guident une action. Après, le mot idéologie était connoté négativement, le stalinisme, le marxisme. L'idéologie par excellence, c'est le communisme. Donc il a préféré le mot culture. Et en Algérie, il a fait des cycles annuels sur la civilisation, puis un cycle annuel sur l'idéologie, et le cycle qui le passionnait le plus, c'est la culture. Il dit n'importe quelle action militaire, économique, scolaire, s'il n'y a pas une culture ou une démocratie, il a écrit sur la démocratie, on ne peut pas avoir une démocratie sans culture démocratique. Donc il était, si vous voulez, le verset principal qu'il cite dans les conditions de la Renaissance, c'est le verset cher au courant réformateur, « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa fi anfusikum afala tubsirun » Donc il a dit, on ne peut pas avoir une édification solide si on laisse l'homme avec les séquelles de la colonisabilité. Et il a rencontré un Syrien qui était à Al-Azhar à l'époque, en 1957, qui a passé des soirées entières avec Malik Ben Nabi, et puis lui, il doutait de colonisabilité, c'est un terme barbare, gharib al-alfaz, comme on dit en arabe, Qabili al-istimar. D'abord, c'est plusieurs mots, alors que dans l'économie, il vaut mieux avoir un seul mot pour désigner un concept. Or, Jawdat Saïd, il a écrit un livre, Islah ma bil anfus, avec une préface manuscrite de 12 à 15 pages de Malik Ben Nabi, avec des ratures. Il a dit, je me suis replongé dans la lecture de tout le Coran,
Et j'ai découvert que la colonisabilité est fondée. On peut la trouver dans le Coran si on lit bien. Et Jawdat Saïd, après, il s'était installé dans le Golan. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Il était un des disciples syriens de Malik Ben Nabi, où il dit il faut commencer par la réforme de l'homme. C'est pour ça qu'un auteur a appelé l'œuvre de Malik Ben Nabi, c'est un programme de réforme de l'homme musulman moderne. Ce n'est pas les structures ou les superstructures selon la terminologie marxiste. Lui, il dit il faut d'abord lire le Coran qui s'imprime. Il utilise cette image, le Nabi al-Ummi qui ne savait pas lire, mais les versets du Coran s'impriment à l'intérieur de son cœur. Et c'est ça qui guide. C'est pour ça que le Sayyida Aïcha a dit Kan al-Qur'anu yamshi ala al-ard. Et lui, il considère qu'une lecture directe du Coran peut avoir un effet comparable, ne peut pas être comparé au prophète, pour libérer l'individu et l'aider à se débarrasser de tous ces blocages, de toutes les séquelles de la décadence. Et c'est pour ça qu'il considérait, à un des séminaires islamiques dont il était l'organisateur, il y avait en arabe et en français, une pancarte qui dit « Le Coran ou adatu tahdir ». Le Coran est un outil de civilisation. C'est le Coran qui change, contrairement à Tal Khobrou et le Vidar, etc. Depuis 2015, il disait il faut changer le Coran. Le Nabi a dit non, le Coran sert à changer le musulman. C'est pas aux musulmans, comme l'a dit Bokro, au moment qui se réclame de Ben Nabi, il a dit il faut un autre classement des versets coraniques. Et donc, si vous voulez, c'est la fin des conditions de la Renaissance, si on tient compte des désordres provoqués par les 2 chapitres retraduits de l'arabe en français. Et alors, le chapitre le plus intéressant, c'est le coefficient autoréducteur, où il est question de colonisabilité, et le coefficient colonisateur. Lui, il a dit un homme qui a la dignité de وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, multiplié par un coefficient colonisateur, ça donne un indigène. Donc le tout, c'est de diviser par le coefficient colonisateur, on récupère l'homme avec sa dignité. La colonisation a rabaissé l'homme. Et ensuite, le coefficient autoréducteur, qui est une séquelle de la colonisabilité, il a dit nous avons une direction des affaires indigènes, le gouvernement général, qui nous appelle indigènes. Après un processus d'indigénisation par la multiplication du coefficient colonisateur. Il a dit nous avons des intellectomanes qui se présentent comme indigènes. Ils ont intériorisé ce que le colonialisme voulait leur imposer comme condition. Et il dit le colonialisme n'est pas venu pour promouvoir, c'est en 1948, il y a des peuples à civiliser, mais il n'y a pas de peuple civilisateur. Tout le drame est là. Donc il faut s'auto-civiliser, et il dit il faut une auto-désindigénisation. Se désindigéniser, donc diviser par le coefficient, et le faire soi-même. Il ne faut pas s'attendre. Lui, il considérait que le colonialisme disparaîtra un jour, comme il a considéré par la suite que le communisme ne tiendra pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient chez Ben Nabi, qui avaient un seul mobile, c'est l'anticommunisme. Et lui, il dit le communisme disparaîtra. Pourquoi? Parce qu'il a été en 1966 dans une délégation en Union soviétique, il est resté 1 mois. Ils ont visité Moscou avec une Natacha qui traduit, mais en fait elle était du KGB. Ils ont été en Ouzbékistan, Azerbaïdjan. Et la Natacha, la veille du départ, est venue discrètement à l'hôtel leur dire « Est-ce que vous pouvez m'aider à aller en Occident ?» Alors il a dit « Tant qu'elle est bien payée, etc., le communisme va disparaître puisque les motivations idéologiques des années 20 de Lénine sont en train de disparaître
Et c'est ce qui s'est passé. Ben Nabi, à la fin, il a dit, le dernier round, ce sera entre l'islam et le sionisme international. Ça, c'est plus grave que le communisme. Oui, il était... quand on se débarrasse de toutes les pressions médiatiques. Moi, j'ai connu ses voisins à Dreux, qui étaient d'un couple de sculpteurs, là, qui étaient vraiment admirateurs. Il leur disait, moi, je ne lis pas les journaux tous les jours, pour ne pas subir la pression de l'événement, la mode. Il dit, moi, en fin de semaine, je fais une revue de presse et je retiens l'essentiel. Et donc, il n'écrivait pas pour... on peut le comparer à la préface de l'émir Abdelkader dans Kitab al-Mawaqif. Il a dit, moi je n'écris ni pour un poste, ni pour un prix, ni pour des médailles. Innama aktubu fi sakina. Et wa aktubu ma yahummu ahl al-adwaq. Le zawq, c'est le goût mystique. Chez Razali, zawq, la gustation de la proximité, de la présence divine, chez Razali. Or, quand l'Amir Abdelkader utilise l'azwaq au pluriel, c'est le goût esthétique aussi, le goût mystique et le goût esthétique. Donc, quand on est dans cette situation de sakina, innama aktubu fi sakina, on approfondit, on aboutit des conclusions qui durent. C'est ce qui explique que Ben Nabi, qui dans les premiers manuscrits date des années 30, il a commencé à écrire la fin des années 40. Donc pour un jeune d'aujourd'hui, c'est une vieille lune, Ben Nabi. Mais pourquoi il revient? Parce qu'il a été jusqu'au bout de sa réflexion, et ses conclusions tiennent la route. Ils peuvent nous éclairer maintenant. Voilà. J'ai un article qui sort à Doha, la revue Doha. Ils m'ont demandé un article sur Ben Nabi, je n'ai pas voulu leur faire ce que je fais aujourd'hui. Je leur ai expliqué pourquoi Ben Nabi redevient un objet d'étude. J'ai intitulé Kayfa akhraj al-rabi' al-arabi Malik Ben Nabi min nisyan, comment les printemps arabes ont fait sortir Malik Ben Nabi de l'oubli, wa akkada sawab fikrat al-qabiliya lil-istimar. Les printemps arabes ont confirmé la justesse de ses vues sur la colonisabilité. Alors que Mouloud Qassem, on dit, c'est une théorie qui justifie le colonialisme. C'est une réaction spontanée au nom d'une apologétique nationaliste. Et lui, il était pas moins nationaliste. Mais il a dit, si on dépense toute son énergie dans les réquisitoires anti-colonialistes, il ne nous reste rien du tout pour ce qu'il appelait le bina al-jadid, la nouvelle édification. Et lui, il était contre toute victimisation. C'est une perte d'énergie. Il faut concentrer les énergies pour bâtir une autre civilisation. Il a dit, les cycles de civilisation, c'est 6-7 siècles. Il a dit, il a utilisé le mot recyclage, c'est-à-dire entrer dans un nouveau cycle de civilisation, mais il faut le faire méthodiquement pour ne pas... pour éviter la dissipation d'énergie. Il était marqué par les études de thermodynamique, de niveau d'énergie, qu'il compare à un niveau de civilisation. Il dit, quand on lui parle de statut de la femme, il dit ça dépend d'un stade de civilisation. Il a écrit sur la libération de la femme, etc. Mais il a dit, ça dépend de tous les problèmes. Il a écrit sur le scoutisme. D'ailleurs, on a supprimé le chapitre scoutisme de la traduction arabe au Caire parce qu'on considérait que Baden-Powell était un général, donc un colonialiste. Donc il ne faut pas en parler. Il s'est incliné devant cette... Mais il a écrit sur le costume, le costume à la fois féminin et masculin. Il dit on a quelqu'un qui a le tarbouche, et puis une veste d'un costume moderne, puis un sarouel traditionnel. Et puis, il a dit on a un désordre même dans la forme du costume. Parce qu'il y avait Kemal qui a introduit le tarbouche, d'autres qui le portaient ostensiblement en Égypte, et il a dit il faut une harmonie, de manière à ce que
dans la rue, on ne soit pas choqué par quelque chose de bigarré, etc. Donc il voulait un certain ordre à la fois esthétique et éthique, qui est le fondement de l'ordre politique. La politique, et il a dit, si on ne fait pas attention, ça va être de la politique, qui serait une perte de temps, et synonyme de démagogie, de mystification. C'est pour ça qu'il exaspérait tous les zaïms. Et après, au Caire, il a dit, nous avons nos zaïms, mais maintenant, il faut se préparer à avoir affaire à des zaïmions. Le Moussarrar, diminutif de zaïm, c'est la génération qui a pris le pouvoir après 62. Et qui était... Sur la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il a dit la femme n'est ni légale, ni inférieure, ni supérieure. C'est le complément de l'homme. D'ailleurs, ça a été traduit. Enfin, il y a une étudiante qui a fait un mémoire sur le statut de la femme selon Malik Ben Nabi, une mémoire de maîtrise. Et là, il lisait, lui, sur le... Malik Ben Nabi, si vous voulez, de toute son œuvre, c'est un commentaire prolongé sur 30 ans du verset « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ». Donc il a eu recours à toutes les sciences humaines qui permettent de bien connaître le mot « nafs », l'âme humaine. Il a dit, y compris la psychanalyse. La psychanalyse qui pose des problèmes. À Sayyid Qutb, Mohamed Qutb, il dit tout ce qui... Et c'est le contraire. Vous savez, vous avez des traditionnalistes de l'Azhar qui se méfient même d'Ibn Khaldoun. Il a fallu le Cheikh Abdou pour leur imposer Ibn Khaldoun. Et le Vatican avait un évêque chargé de répliquer aux sociologues. Vous avez l'Église qui a peur de la sociologie, surtout de la sociologie des religions. Ben Nabi, c'est le contraire. Il a dit, si on a une foi solide, on n'a pas peur des sciences sociales. Au contraire, il faut mettre les sciences sociales, les sciences humaines de son côté pour éclairer notre marche dans la Renaissance. Et c'est ce qui fait de sa différence par rapport à... Vous avez l'Église catholique qui a développé ce qu'on appelle le courant concordiste. Quand on a une découverte, même scientifique, Galilée, on a découvert que l'Église a eu tort de le juger, puisque c'est lui qui a eu raison. On a eu un concordisme pour dire, oui, mais l'Église a eu raison à l'époque. Ben Nabi, c'est le contraire. Il ne faut pas avoir peur. D'abord, les sciences sociales, les sociologies, c'est des modes qui passent. Alors, la religion, c'est la permanence. Il ne faut pas avoir peur de perdre la foi si on a une foi solide et que lui a consolidé par son étude du Coran comme phénomène coranique. Donc c'est un appel à l'acquisition de tous les apports des sciences humaines, mais à chaque fois, il appelait à la création d'un institut pour, il a dit, ce travail, le phénomène coranique, c'est un travail pluridisciplinaire qu'il a fait tout seul. Mais il a dit, pour continuer, il faut que ce soit des équipes qui disposent de bibliographies plus riches, etc. Mais malheureusement, il n'a pas été écouté dans les pays. Il était admiré par les ministres égyptiens quand il a publié le Mushkil al-Thaqafa. Le ministre de l'Éducation lui-même, Kamal Din Hussein de Nasser, a commenté ce livre à la radio égyptienne pendant 2 mois, une émission par semaine, tellement il était emballé. Mais bon, il restait... il a dit, moi j'étais une sorte de fidaï, franc-tireur, on m'a voué au rôle de franc-tireur qui se bat tout seul, y compris contre les siens, qui voulaient... moi on m'a demandé de publier ce livre en Algérie, j'ai refusé parce qu'il est question de Mouloud Qassem et de Ahmed Taleb. Ahmed Taleb, c'est un personnage immédiatement respectable, mais quand Boumedienne l'a nommé ministre en 1900, après le coup d'État de 65,
Boumedienne savait que c'est un acte illégal, le coup d'État du 19 juin. Mais il voulait combler le déficit de légitimité en utilisant le prestige des ulama, qui est resté intact. Donc quand il nomme Taleb, c'est tout le prestige des ulama qui est à son service. Monsieur Salem, oui. Avant de passer peut-être la parole aux questions, après il y aura donc une petite pause. Malik Ben Nabi a identifié donc 3 grands problèmes, la pauvreté, l'ignorance et le colonialisme. Non. Non, lui il a dit la génération de mon père. C'est ça. Mais il a dit la manière dont on a essayé de traiter ces 3 problèmes n'a fait qu'aggraver. Il considère qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Mais il a dit on a une bourgeoisie musulmane qui n'existait pas dans les années 20. Et qu'est-ce qu'elle fait de son argent? Elle n'a rien changé à la situation de pauvreté. Là, toujours une anecdote. Le Cheikh Al-Arbi l'a invité à une réunion fermée pour étudier les déficits chroniques de l'enseignement libre des ulama. Lui, il venait de Paris, et puis lui, on l'appelait couramment Siddiq, lui. Malek, c'est à l'état civil. Quand le Siddiq a été Ben Nabi, vous avez une école juive à côté qui n'est jamais déficitaire. Or, l'école juive, à Tébessa, elle est financée par des coiffeurs, des cordonniers, pas la banque Rothschild à Tébessa. Et nous avons des musulmans plus riches que les coiffeurs juifs. Alors pourquoi l'école juive n'a pas de déficit et vous avez un déficit? Donc inspirez-vous des méthodes de gestion de la communauté juive. Cheikh Al-Arbi, il lui dit ça ou musulmans ou les Yahoud. Le seul fait, parce qu'il était séparatiste là. Bon, il lui dit bonjour à Al-Kitab, mais Bouadan, le Coran, Bouadan li. Et donc Ben Nabi, il avait une grande admiration pour le Cheikh Al-Arbi. Il dit c'est un homme de foi, dévoué, mais intellectuellement, là, lui, il a dit j'avais un profond désaccord avec les ulama qui étaient de formation scolastique. Et lui, il a dit avec Ben Saï, le groupe, nous voulions créer un sous-courant cartésien de l'islam. Mais ils n'ont pas réussi. Après, avec le Cheikh al-Bachir et tout, les ulama se sont mis à faire de la politique avec l'UDMA, ce que Ben Badis refusait de faire. Et donc, lui, il partait de cas comme ça pour dire que la lutte contre l'analphabétisme a créé un problème plus grave que l'ignorance, c'est l'intellectomane. Et le réquisitoire anticolonialiste qui ne traite pas le problème de la colonisabilité ne sert absolument à rien. Donc il a dit, Ben Nabi, on peut considérer qu'il pratique une sorte de fondamentalisme scientifique. C'est de revenir à la source des problèmes. Et ne pas, si on se place trop en aval, on rate une marche. Ok, donc voilà, je crois qu'on a une vue d'ensemble sur cette question de la colonisabilité et des conditions de la Renaissance chez Malik Ben Nabi. Je crois qu'on doit ouvrir quand même un espace de débat, une demi-heure à peu près avant de passer à la pause. Donc voilà, Monsieur Sadr Salem est à vos côtés, vous pouvez réagir. Je vais commencer pour juste voilà, débrider c'est par rapport toujours à l'ignorance et l'attaché à la colonisabilité. À ma connaissance et selon beaucoup d'historiens, l'Algérie précoloniale, elle était beaucoup plus instruite, on va dire comme ça, que l'Algérie avec la colonisation, qui a détruit toutes les structures d'enseignement, d'apprentissage qui existaient. Et donc la question qui se pose, est-ce que l'ignorance fait partie de la colonisabilité ou de la colonisation? Lui, il a des passages incendiaires contre le colonialisme. On ne peut pas l'accuser de servir. Il dit que le colonialisme peut être pire que le nazisme, ce qui renvoie à Jean-Michel Apathy et tout.
Mais il a dit, le colonial n'est pas venu pour promouvoir. Et alors il a dit, nous avons des courants nationalistes, modérés, qui attendent ce qu'on appelait la baraka administrative coloniale. Il dit, il ne faut rien attendre. C'est créer ce qu'on appelle l'étiquelle. Tu attends une solution qui vient d'en haut. Alors que lui, il dit, il faut prendre des initiatives, déposer le fig de barbarie, là, on n'a pas besoin de l'autorisation de l'administrateur. Il dit, il faut recenser toutes les ressources propres et avancer. Et évidemment, tous les rapports, le rapport Bedeau de 1837 à Constantine, général français, et il dit le taux de scolarisation des indigènes est plus élevé que celui de nos campagnes françaises de 1837. Et Tocqueville, après en 1847, il a dit nous avons éteint tous les foyers de rayonnement de la culture traditionnelle. Et c'est pour ça que on a suivi le rapport Tocqueville en créant les 3 médersa d'État. C'est 1850. Donc lui, il était bien placé, lui, dans son livre. Un de ses livres, il cite le cercle Salah Bey. C'est le plus réformateur des beys de Constantine, et qui a été saboté par l'administration. Et il cite comment il y avait un artisanat traditionnel à Constantine qui n'a rien à envier à ce qui existe encore au Maroc, mais qui a été combattu et on l'a fait disparaître pour des produits manufacturés. Vous savez, les corps de métier à Fès, jusqu'à maintenant, ils refusent les produits chinois pour continuer à vendre les produits de l'artisanat traditionnel. Alors, à partir de la fin du siècle, l'administration du 19e siècle a combattu l'artisanat traditionnel. Donc elle a déstabilisé. Et Ben Nabi le dit. Ben Nabi, il a ressenti ça dans sa famille. Il dit qu'il y avait une habitude à Constantine où les familles pauvres, quand elles mariaient leurs filles, les familles riches leur prêtaient les bijoux pendant 15 jours. Et cette tradition a disparu quand quelqu'un a organisé un faux mariage, et il a disparu avec les bijoux. Et il y avait l'habitude, les mendiants, on leur déposait un repas chaud sur le rebord de la fenêtre, où il vient de prendre. C'était pour que il garde sa dignité, qu'il ne vient pas frapper. Il a dit, après, ça a disparu. Les nouveaux riches, il dit, la colonisation a fait la promotion de nouveaux riches qui ont rompu avec toutes les valeurs, il dit, les grandes et simples valeurs de l'islam. Donc lui, il a été vraiment très dur pour décrire la destruction coloniale. Mais il a dit, maintenant qu'on veut se débarrasser de la colonisation, il faut aller jusqu'au bout et traiter la colonisabilité. Est-ce qu'on peut dire alors que la colonisation a aggravé cet état de colonisabilité? Ah ben oui, oui. Il cite des cas. On a créé, le gouvernement général a créé un prix du livre arabe. On voulait primer, il y avait un prix pour le livre français, mais vous avez un clan arabophobe du gouvernement général, parce que celui qui a eu un prix une fois, c'était le Cheikh Abdelrahman al-Jilali, qui a écrit Tarikh al-Jazair, celui qui faisait l'émission religieuse à la radio. Alors on lui a demandé 18 exemplaires, alors qu'il n'y avait pas de photocopie à l'époque. 18 exemplaires avec des agrafes, etc. Et puis un résumé en français. Alors c'était tellement impossible qu'il a renoncé à donner le dossier, donc il n'a pas eu le prix. Et donc il y avait un clan arabophobe qui était contre le fait de... Ça c'est le réforme Châtaigneau. Châtaigneau, c'est celui qui a massacré en mai 1945. Il voulait faire oublier ces carnages par une politique de réformateur colonial. D'ailleurs, on l'appelait le gouverneur de la Renaissance algérienne.
Ça a créé une confusion avec le premier titre, Conditions de la Renaissance algérienne. Des détracteurs de Ben Ali, ils ont dit il veut faire plaisir à Châtillon. Alors c'était un hasard. Et donc Châtillon a fini par être victime d'un putsch, début 1948, par ce qui faisait la loi en Algérie, c'est les sous-préfets et les administrateurs de communes mixtes. Quand le gouverneur ne leur plaît pas, ils font un putsch contre lui, donc ils l'ont remplacé par Nejlen, qui est venu, qui a lié son nom à la fraude électorale. Et ensuite, il y a le projet d'institut demandé par Taha Hussein, qui était très francophile, marié à Suzanne, une Française, rencontrée en 1917 à Paris. Alors, il est devenu ministre des Ma'arif, de l'éducation. Il est venu en 1949 à Paris renégocier l'accord culturel franco-égyptien de 1849, du temps de Mohamed Ali. Et donc lui, il a dit, si vous m'autorisez à ouvrir un institut d'études arabes modernes à l'université d'Alger, j'impose le français à tous les niveaux de l'enseignement égyptien public, dès la première année du primaire. Donc on signe et on paraphe l'accord, et Taha Hussein a choisi son meilleur élève, Yahya al-Khachab, qui avait soutenu brillamment une thèse à Paris. Il se préparait, parce qu'il n'y avait pas de ligne directe, le Caire-Alger, il voulait venir à Paris, et la veille, il a préparé ses valises, Taha Hussein l'appelle, lui a dit « Tu peux faire la grasse matinée, les Français viennent de tout annuler ». Pourquoi? Parce qu'il y avait un vote à l'ONU où la France était contre l'indépendance et l'unité de la Libye. Parce que le Fezzan, qui est voisin du Tchad, la France voulait le garder. Or, le projet français a été mis en échec à l'ONU par une voix, celle du ministre des Affaires étrangères égyptien, le docteur Salah ad-Din. Et donc, on se venge en sabotant le projet. Oui. Et donc, il y avait du sabotage jusqu'à... On est à 2 ans et demi du 1er novembre. Peut-être M. Zerad. Alors, bravo pour cet exposé très... ma question, elle pose plutôt déjà sur le concept de colonisabilité, et plus précisément sur la paternité de ce concept. Je me rappelle de vieux cours de sociologie d'il y a 20 ou 25 ans où le maître de conf nous expliquait que la colonisabilité a été conceptualisée par Ibn Khaldoun. Est-ce que c'est une réalité, ou alors est-ce qu'elle a été conceptualisée par Malik Ben Nabi, ou simplement popularisée? Non, le mot n'était pas utilisé par Ibn Khaldoun. L'idée de l'humoul, d'éthargie, c'est-à-dire l'idée de déclin que Ibn Khaldoun a vu avant tout le monde. Ibn Khaldoun, c'était avant la chute de Grenade. Mais comme il a été à Grenade chez Ibn al-Khatib, il a senti que la reconquista espagnole risquait de traverser la mer. Mais le concept lui-même, c'est Ben Nabi qui a utilisé le mot, mais à partir de la même démarche, c'est-à-dire l'idée de déclin des civilisations. Et quand on décline, on a moins de moyens de résistance. Oui, oui, monsieur. Aujourd'hui, donc, les formes de colonisation ont changé. Il n'y a plus une colonisation qui est étatique ou autre, mais il y a d'autres formes de colonisation qui sont peut-être plus pernicieuses, comme les idées qui circulent, les idées américaines ou autres, dans la civilisation soit algérienne ou ailleurs. Et quels seraient les moyens, selon Malik Ben Nabi, pour se débarrasser de ces fléaux, entre guillemets, parce que est-ce que ça ne nous rend pas encore colonisables? Alors, après, quand il est arrivé au Caire, il a écrit un livre qui s'appelle « La lutte idéologique dans les pays colonisés ». C'est en fait, dans les universités, les académies militaires, on appelait ça l'action psychologique, ou même guerre psychologique. Et il a dit, parce qu'il a découvert que son modèle dans la campagne paisible de côté de Dreux
Ce n'est pas la même chose que ce qu'il a vu au Caire, où il y avait un désordre. Il a vu les nouvelles élites arabes qui étaient encore dans la dépendance intellectuelle vis-à-vis de l'Occident. C'est pour ça que dans les conférences, il dit « Ya Oustaz, il a ay madhab, falsafi, gharbi, tantami ». Il dit « c'est pas obligé de... » Donc il voulait à tout prix appartenir et rester dépendant. Il ne voulait pas partir des réalités. Et donc il a décrit ces nouvelles réalités. Et il a dit on peut résister. Il a dit le colonialisme perd le pouvoir chez nous, mais il va garder de l'influence. Et il va utiliser cette influence contre notre renaissance, contre la nouvelle édification. Et le meilleur moyen, c'est de bâtir une culture nationale authentique. Et là, c'est un livre qui a dû être traduit. C'est le seul livre qu'il a écrit directement en arabe. Où il cite des exemples de son expérience. Ben Nabi, si vous voulez, il est obligé de théoriser, de tracer un cadre théorique pour donner un standing intellectuel. Mais c'est une expérience vécue. C'est pour ça que il y a une bonne formule de Malraux qu'il a citée pour mai 68. Malraux dit « Une vie bien réussie, c'est une expérience transformée en conscience ». Or, Ben Nabi, son expérience très riche, très mouvementée, il l'a transformée en conscience critique. Une remise en cause interne, ce que Al-Fassi a appelé « naqd dhati ». Et ce qui est curieux, c'est que, bon, moi je vous ai, l'après-midi, tout ça, c'est les comptes rendus des revues spécialisées sur les livres de Ben Nabi, de profs de sociologie, de Valandier, de Jacques Bert, et qui ont vraiment admiré la lucidité, le courage de cet examen de conscience sans complaisance, sans faire de l'apologie stérile, mais qui cherche à aider les intellectuels musulmans à dépasser les complexes hérités de la colonisabilité malgré les indépendances. Lui, il parle d'indépendance au rabais. Il ne suffit pas d'avoir un drapeau, une police, une douane, etc. pour dire on est indépendant. Il faut mériter cette indépendance. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de sa vie, il était assez pessimiste, parce que l'évolution ne l'est pas dans son sens. Or, moi, les gens qui veulent faire des mémoires sur Ben Nabi, je leur recommande de comparer ces comptes rendus de la presse et des revues parisiennes aux préfaces à ces livres traduits en arabe. On a de très grands profs, comme le Cheikh Mohamed El Moubarak, qui était prof doyen d'une université à Médine, d'origine syrienne, d'origine algérienne, le Cheikh Mahmoud Chakr, qui a fait une très longue préface au phénomène coranique, et une préface à un recueil, Fi Mahab al-Ma'araka. Le Nabi a publié la traduction d'une série d'articles dans la République algérienne. C'est Mahmoud Chakr qui l'a préfacé. Et Anwar Sadat a préfacé le livre sur Bandung, conférence de Bandung. Donc alors, très élogieux, mais il y a les préfaciers arabes, ils insistent sur la dépersonnalisation de l'Algérie, le mal fait à la personnalité algérienne par le colonialisme, et puis ils disent voilà un rescapé qui a échappé à cette déculturation. Alors que du côté européen, on loue son côté autocritique. Et en Orient, on a ce goût de la victimisation. Ben Nabi n'était pas très content de ses préfaces, même si elles sont élogieuses pour lui. Il considérait que l'Algérie a perdu le contact avec la langue arabe, l'islam, et lui, courageusement, il veut renouer avec ça. Ils ne retiennent que le côté identitaire. En Algérie aussi, Ahmad Talbi vient de préfacer une publication renéotypée de la mosquée des étudiants qui s'appelait « Que sais-je de l'islam ?» tout à fait à la fin de sa vie. Et il met l'accent que sur le côté
résistance au communisme, etc. Alors que le côté autocritique, jusqu'à la fin de sa vie, était l'axe de sa pensée. Alors, je demanderai juste aux intervenants et même à monsieur, beaucoup de respect à monsieur, que les réponses soient succinctes, parce qu'il nous reste 10 minutes et on fera une pause. Monsieur Hamza. Tout à l'heure, vous avez parlé de la colonisabilité qui est dans le Coran, dans lequel elle s'est inspirée la Mecque de Nabi. Je crois que c'est le plus Mara qui dit ça. Il dit la colonisabilité dans le Coran, c'est dans l'histoire de Bani Israël. L'histoire de Bani Israël, Moussa salam, il n'a pas grandi comme Bani Israël, il a grandi au palais. Ça a enlevé la colonisabilité de sa tête parce qu'il a vu que le pharaon n'était pas un dieu, mais c'était un être humain qui mangeait, qui allait aux toilettes, et qui, donc le fait de l'affronter, ça ne lui faisait pas peur. Par contre, Bani Israël, ils sont restés colonisés dans leur tête. Du coup, après la traversée de la mer, quand ils ont vu des gens avec des idoles, ils pensaient, enfin dans leur tête, ils pensaient que les idoles, c'est ce qui donnait la force au peuple d'Égypte qui les opprimait. Donc ils ont demandé à avoir des idoles, comme ce peuple-là qui avait des idoles. Et du coup, ils étaient colonisés du fait, dans leur tête, du fait qu'ils étaient opprimés par Pharaon pendant des années, des siècles. Ils ont gardé ça. En fait, c'est Mohamed Amara, je crois, qui dit ça. Oui, Jawd al-Saïd dit la même chose. Ouais, voilà. Il a dit, j'ai relu tout le Coran et j'ai trouvé à des dizaines d'endroits des versets qui confirment l'idée de colonisabilité. Mais en fait, la différence entre Moïse et les autres Israël, lui, il a vaincu la peur, le pharaon lui faisait peur, les autres, les révolutions arabes ont été expliquées par des peuples ou une jeunesse qui a vaincu la peur. Et donc, elle se lance dans parfois des aventures. Et dans le cas des Béné Israël, vous connaissez la formule, les Béné Israël qui ont suivi Moïse, la hubbun fi Moussa, lakin makhafatan min Pharaon. Je n'étais pas convaincu par Moïse, mais c'est la peur de Pharaon. Professeur, vous avez parlé de Paris. C'est-à-dire qu'il a vécu à Paris un certain temps, etc. Il me semble qu'il y avait un certain penseur qui avait les mêmes idées. Vous allez me corriger si c'est faux. C'est Ahmed Bahloul, qui était avant lui, qui disait que bon, l'islam, c'était un levier pour la transformation culturelle des musulmans, etc. Il faut s'éloigner de tout ce qui est fondamentalisme et mimétisme culturel, disons, colonial. Donc, est-ce que... Ahmed Bahloul, il y a un livre ici, La Fraternité musulmane, dont il a fait, qui a été créé à Paris en 1907. Et Ahmed Bahloul était le seul membre maghrébin. J'ai mis quelques-uns de ses textes. Je crois qu'il est là, le livre. Il est là, il est là. Oui. Bahloul s'est auto-désindigénisé, comme dit Ben Nabi, parce qu'il était diplômé du cours normal de Bouzarea, qui était différent de l'école normale. L'école normale formait des instituteurs tout court, européens ou musulmans naturalisés. Or, lui, il n'était pas naturalisé, il était instituteur adjoint. Mais marié à une pied noire, même promotion, même âge, et qui gagnait 33% de plus que lui, on appelait ça le tiers colonial. Mais à chaque scène de ménage, elle lui dit « c'est moi qui t'entretiens ». Et quand elle répétait ça, il en est eu marre, il a pris son baluchon, il a embarqué à Marseille. Il est monté à Paris, il se présente à la grecque de physique, il est reçu du premier coup. Et c'est le premier agrégé de physique, en 1919, qui est devenu prof au Collège Sainte-Barbe, qui est à côté du Panthéon, et professeur à l'école de chimie où il a des brevets, il a des inventions. Alors, ils peuvent trouver ça donc dans la fraternité. Ah, fraternité, j'ai mis. Je donne la parole à M. Lounès, après 2 ou 3 paroles et on arrête. M. Lounès, succinctement. Voilà. M. Lounès, c'est Chérif. M. Chérif Lounès. Je connais le frère depuis 1982. Même avant. On va nous prendre pour des Chibani, là. Je vais être très bref. Parce La que question. on est à Marseille et qu'on a la chance d'avoir, l'honneur d'avoir cet Asselem,
qui connaît très bien la procédure. Malek Benabi a passé quelques temps en Marseille. J'aimerais bien qu'il nous raconte l'anecdote parce qu'il donnait des cours pour lutter contre l'analphabétisme. Il donnait des cours aux immigrés ici en France. Est-ce que tu peux rappeler cette période de Marseille? L'expérience de la rue Fauché, on en a parlé brièvement ce matin. Oui. Donc, mais on a dit que c'était pas de l'alphabétisation ordinaire, c'était déjà l'idée d'orientation culturelle. Donc il a commencé des... Et il avait des relations avec les catholiques qui étaient en face. Ça existe toujours, l'institution Saint-Jacques, oui. Le congrès musulman de l'époque... Non, mais c'est la faute de la communauté musulmane actuelle qui a... Elle aurait fait une demande à la municipalité, elle aurait cédé le local aux francs symboliques, qui aurait été... il a été détruit. Un lieu de mémoire. Monsieur Mamri, après, il y a Monsieur Hamidi aussi qui demande la parole. Allez-y, Monsieur Mamri, succinctement. Deux questions. La première, très courte, est-ce que ça donne quoi colonialisabilité en arabe? Al-Qabili al-Istamar. C'est plus long. 2 ou 3 mots. Ouais. Alors moi, il y a quelque chose qui m'embarrasse, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans les références coraniques, islamiques, est-ce qu'il n'y a pas des ressources conceptuelles pour avoir un mot plus simple pour colonisabilité? C'est-à-dire que moi, dans le musulman, j'ai besoin de me rapprocher à quelque chose de simple dans l'univers conceptuel coranique. Oui. Colonisabilité, ça me pose problème parce que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas pour quelque chose de plus opérationnel pour n'importe quel musulman qui comprenne de Il y a le mot du hadith, al-wahan, le Coran il dit « Allah tahinu ». Donc, Et à part cette proposition de Djamaldin Afrani, il n'y a pas d'autres propositions conceptuelles qui... Ah si, Jawdet Saïd a dit, moi j'ai relu le Coran pendant toute l'année et j'ai trouvé des dizaines de versets, si on les comprend bien, ça confirme la... Ben Nabi utilise « Ya Yahya khudil kitaba bi quwwa ». Donc c'est le contraire de la veulerie, du manque des velléités. Il a dit au lieu de la volonté, nous avons que des velléités. Nous avons le lucratif qui l'emporte sur l'éducatif. Il a des formules de choc comme ça. Mais il faut attendre une réédition où on a les conditions de la Renaissance de 49 pour éviter les parasites là, dus à des chapitres retraduits, etc. Monsieur Hamidi, rapidement. Pas de questions? Qui est-ce qui a... Le monsieur, oui. Votre nom? Olivier. Allez-y. Est-ce que le résultat de la colonisation des esprits, c'est pas un manque de riza de la part des musulmans aussi, de fierté et d'honneur, dans le sens où, en ayant un certain manque de confiance en soi et de l'héritage islamique, on donne la priorité à une pensée qui vient de l'extérieur. Ça a été le cas chez les intellectomanes. Mais Ben Nabi a dit l'ouvrier agricole musulman, même illettré, se sentait supérieur aux colons qui exploitaient les terres de ses ancêtres. Il a dit parce qu'il savait que les terres appartenaient à son ancêtre, qu'il avait un complexe de supériorité vis-à-vis du colon. Et c'est ça qui a sauvé. Ben Nabi a dit les théologiens de toutes les religions doivent rendre grâce au colonialisme parce qu'il a prouvé l'immortalité de l'âme sans le savoir, et surtout l'âme des peuples. Il a essayé de la détruire, mais l'histoire a montré qu'elle est immortelle. Oui, là-bas, Mohamed. Ça. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure de Malek Benabi, il était contre la victimisation du colonialisme. C'est-à-dire, est-ce qu'il a donné des solutions? Parce qu'il était contre les gens qui se victimisent à chaque fois. Et est-ce qu'on peut projeter ça, ce qu'on vit actuellement nous-mêmes? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a des problèmes, on est victime d'islamophobie, c'est à cause de ça et à cause de ça. C'est-à-dire, à chaque fois, nous aussi, on se projette et on jette la faute toujours aux autres et jamais à nous. Ah ben, on a 80% du discours musulman aujourd'hui, il est victimaire. Alors que, pourquoi? Parce que
les musulmans sont très tributaires des médias. Ils n'ont pas de médias musulmans. On a des grandes mosquées qui bavardent, qui ont des comptes Facebook, etc. Mais ils font absolument rien. Vous avez l'Église catholique qui a le groupe Bayard, qui a la Croix, qui a le Radio Notre-Dame, KTO et tout. Et donc le catholique ne souffre pas comme le musulman parce qu'il a une explication des événements avec la sensibilité catholique qui atténue ses souffrances dues aux attaques anticléricales. Les musulmans n'ont rien, ils ont un face-à-face avec CNews, BFM et tout ce qui... Et ils n'ont que leurs ressources propres pour résister. Mais quand ils se déplacent dans la France profonde, on est un peu soulagé quand on découvre que ces grands médias n'ont pas une grande influence sur la France profonde. Il y a encore, alhamdoulilah, un bon sens français qui ne cède pas à toutes ces modes. Mais les musulmans, encore, l'expérience montre dans des conférences comme celle-là, où les gens n'ont pas parlé depuis des années, quand il prend la parole, il ne pose pas la question au conférencier, il répond à CNews. Il avait envie de répondre, mais quand on lui donne l'occasion, il faut dépasser ça. CNews, bon, on a eu l'émission islamique créée par Jacques Merck, la demande de Mitterrand, mais depuis que Sarkozy a placé l'actuel recteur de la mosquée de Paris, sont, de manière illégale, devenus anti-islamiques. Alors que le but, c'était de l'entretien des convictions des musulmans, puis leur donner un peu une culture pour résister aux assauts des médias islamophobes. Mais à mon avis, on peut tout seul, sans attendre que Hafiz revienne sur le droit chemin, rompre avec le discours victimaire, se souvenir que nous sommes 6 millions avec une élite, et on peut avoir un contre-discours pourvu qu'il y ait des shabakat al-alaqat al-ijtimaïya, les relations. Si on a des contacts, nous sommes des poussières d'individus, comme on le disait. Si on a une relation entre nous, et à ce moment-là, on résiste mieux, et on souffre moins. Je vais prendre une dernière. Il y avait un monsieur qui a levé la main tout à l'heure, non? Vers le fond. Une sœur. Il faut une sœur. Pour la sœur. Moi, je me demandais, est-ce qu'on peut dire que la colonisabilité, elle est entretenue dans les pays occidentaux, du vue des musulmans et des étrangers, ne serait-ce que par l'enseignement orienté, par les épistémicides, on garde une partie d'histoire, on passe une partie, et finalement, on trouve des générations des musulmans et des étrangers qui répètent, qui se réapproprient une déformation de l'histoire et qui eux-mêmes après, enfin finalement qui réduisent un petit peu leurs pensées, qui ne connaissent pas du tout la richesse du patrimoine arabo-musulman. J'ai l'impression que c'est un peu entretenu. Est-ce qu'on peut dire que c'est entretenu dans les pays occidentaux et que finalement les musulmans et les étrangers dans les pays occidentalisés sont les plus colonisés, ont les esprits les plus colonisés ou pas? Oui, ben, il y a des courants qui veulent perpétuer la politique coloniale. Mais il y a une différence, c'est qu'on a des citoyens à part entière, musulmans. Alors que du temps de la période coloniale, il a fallu attendre 1947, c'est-à-dire plus d'un siècle après, pour permettre qu'il y ait des députés musulmans à l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, on a la citoyenneté, mais qui est reconnue, comme l'autre a dit, des Français de papier, là, des orateurs islamophobes. Et c'est aux musulmans de donner un sens plein et entier à l'idée de citoyenneté, de réclamer le droit à la parole, d'avoir un contre-discours. Évidemment, il y a une peur de l'islam, ils veulent que les musulmans... le laïcisme n'accepte que des musulmans sans islam. Ils veulent le débarrasser de l'islam. Et c'est aux musulmans de développer des connaissances sur l'islam qui intéressent tout le monde. Le Coran, il ne faut pas oublier que le dernier mot du Coran dans le classement, c'est « Qul a'udhu bi rabbin nas ». Le dernier mot, c'est « nas ». Ce n'est pas le mot « mini ». Il s'adresse à l'humanité entière.
Et le Coran, quand on le met à la bien expliqué, il fascine beaucoup de gens agnostiques, non musulmans. Moi, je me souviens on a fait une série de réunions sur l'éthique par un pasteur protestant, où il a associé les bouddhistes. Il a fait venir un lama bouddhiste qui enseignait au Longzhou, et il avait une traductrice française. À la fin de la soirée, il a demandé à la traductrice, qui était prof au Longzhou, dites-lui que, parce qu'il y avait les protestants, les orthodoxes, les catholiques, dites aux conférenciers musulmans que sa religion est la plus proche de la nôtre. Pourquoi? Parce que moi j'ai cité et ça a son équivalent chez les bouddhistes, où on imagine un voyage céleste où seule la piété constitue un viatique. Et donc voilà quelqu'un qui n'est même pas des gens du livre, et qui découvre des atomes crochus avec l'islam, et ça, de fil en aiguille, il y a beaucoup de gens. Il y a un japonais, un prof, Walzer, qui est l'auteur de l'article Akhlaq de l'encyclopédie de l'islam, qui est un article qui résume le fikr al-akhlaqi. On dit l'adam al-akhlaqi. Et j'ai appris qu'il est devenu musulman à la fin de sa vie. Oui, alors qu'il était shintoïque, etc. Alors, on aura l'occasion de revenir. Je termine. Ben Nabi, il a une formule, il dit il faut connaître pour se connaître et se faire connaître. Il a dit une société qui ne se connaît pas suffisamment bien, les sciences exactes et les sciences technologiques peuvent devenir un danger si elles ne se connaissent pas bien. Et quand on se connaît bien, il faut se faire connaître à autrui. On va revenir donc sur toutes ces questions.